Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter son PC gamer. Monter son PC gamer, c'est très simple. Un enfant de 12 ans peut réussir à monter lui-même son PC gamer s'il suit correctement les étapes. Et si vous suivez correctement toutes les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, vous pourrez monter vous-même votre PC gamer. Cette vidéo est sponsorisée par Corsair. C'est Corsair qui m'a envoyé une grosse partie du matériel que vous allez voir dans cette vidéo. Et il y a aussi Asus ROG qui m'a envoyé carte mère, une carte graphique. Voilà. Donc un grand merci à Corsair de sponsoriser cette vidéo. Et merci aussi à Asus ROG d'avoir fourni quelques-uns des éléments des configs que je vais monter. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment monter son PC gamer. Vous verrez que c'est vraiment pas compliqué. Et dans cette édition, la 2024, j'ai décidé de rendre le tuto encore plus complet. Donc vous allez avoir deux montages PC que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il y en aura un où il y aura un ventirad, l'autre où il y aura un water cooling. Il y en aura un, ce sera une config blanche. Il y en aura un, ce sera une config noire. Bon, ça c'est juste une question d'esthétique. Mais surtout, il y en aura un avec un processeur AMD, l'autre avec un processeur Intel. Et il y en aura une des configs où ce sera un montage classique, ce que vous connaissez le plus, et l'autre où ce sera la nouvelle technique de montage BTF. Vous savez, maintenant on a des cartes mères où vous avez toutes les connectiques qui sont à l'arrière de la carte mère, de manière à ce que tous les câbles soient cachés et qu'il n'y ait aucun câble de visible. Globalement, c'est pas encore super répandu, mais c'est le futur, et à terme, je pense que d'ici 4-5 ans, on verra plus que ça. Donc le but, c'est de vous montrer la technique de montage classique, mais aussi comment ça se passe quand vous avez ces cartes mères avec la connectique à l'arrière. Vous avez des chapitres sur cette vidéo. Si jamais ce qui vous intéresse, c'est de voir comment on monte un water cooling I/O, comment on monte un ventirad, comment on fait la connectique façade, le petit bouton power, reset, ce genre de choses, vous avez des petits chapitres. Et comme ça, vous savez exactement où est-ce que vous pouvez aller s'il y a un point en particulier qui vous intéresse. Normalement, quand vous regardez cette vidéo, soit vous savez déjà ce que vous allez acheter pour votre config, soit vous avez déjà commandé votre config, vous avez tous vos composants et là, vous passez à l'étape « Je monte mon PC ». Si jamais vous ne savez pas encore quoi acheter, je vous mets une première playlist dans le i en haut à droite. C'est l'ensemble des recommandations de config que je vous fais. Si vous voulez, il faut faire une config à 800 €, 1000, 1002, 1005, 2000, 2005, etc. Je vous fais des vidéos à chaque fois pour un budget. Je vous donne mes recommandations pour avoir des composants de bonne qualité, mais aussi pour avoir un bon rapport performance-prix, pour que l'argent que vous allez mettre dans votre PC, ce soit à la fois des bons composants qui vont tenir le coup, mais surtout avec un maximum de performance pour le budget que vous avez. Je vous mets aussi une deuxième playlist qui apparaît tout de suite, c'est les tutos qui sont disponibles sur la chaîne. Là, je vous montre comment monter votre PC, mais il y a d'autres tutos où je vous montre comment installer Windows correctement, comment optimiser son PC, toutes les choses à faire sur son PC gamer quand on vient de le configurer et les choses à faire pour avoir un PC en bonne santé, les choses à ne surtout pas faire sur son PC gamer. Vous avez le tuto comment faire un water cooling custom, comment overclocker son PC, etc. Donc vous avez cette deuxième playlist. Et la troisième playlist, c'est comment bien choisir les composants de son PC gamer. Je vous fais les recommandations de config complètes, mais je vous fais aussi des vidéos où je vous dis quel processeur choisir en 2024, 2025, etc. Quelle carte graphique choisir, comment bien choisir son alimentation, les choses à bien regarder, quels sont les meilleurs boîtiers PC sur le marché, comment bien choisir sa RAM, bien choisir son SSD. Donc vous avez cette troisième playlist. Si jamais vous n'avez pas encore commandé vos composants ou alors que vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez prendre, toutes ces playlists, ça devrait vous donner toutes les clés pour avoir le PC gamer parfait et arriver à cette étape-là où maintenant vous montez votre PC. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et attention, je vous lance la question de la semaine et le défi de la semaine. Il y aura ça chaque vendredi maintenant sur la chaîne YouTube. Je vous pose une petite question que vous retrouvez en commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à y répondre et je vous lance aussi un défi. Alors la question de la semaine, c'est quelle carte graphique avez-vous dans votre PC gamer? Vous me dites la référence, la marque, etc. Et j'irai voir un petit peu ce que vous avez dans vos PC. Et alors le défi de la semaine que je vais vous donner, défi très important, vous allez aller sur votre PC gamer, si vous en avez un, vous allez faire bouton droit, paramètres graphiques, sur le bureau, vous allez cliquer sur paramètres avancés de l'écran, et là vous allez regarder si votre écran, qui est sûrement un écran 144, 165, 240 Hz, 360 Hz, peu importe, vous allez vérifier s'il n'est pas réglé par défaut en 60 Hz, parce que c'est ce que fait Windows par défaut. Il y a beaucoup de gens qui achètent des écrans 144 Hz, 165 Hz, 240 Hz, et puis au bout de 1 an, 2 ans d'utilisation, ils se rendent compte que l'écran est réglé en 60 Hz, et que du coup, ils ont beau avoir 300 FPS en jeu, l'écran n'affichera que 60 images par seconde. C'est un peu du gâchis. Donc le défi,
vérifie, vous allez faire ce petit check sur votre PC et vérifier que tout va bien. Mettez-moi un petit commentaire, ceux qui jouaient en 60 Hz là jusqu'à maintenant, et on ne vous jugera pas, bien sûr. Alors donc du coup, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez fait le bon choix, vous avez décidé de monter vous-même votre PC gamer. Pourquoi c'est plus intéressant de monter soi-même son PC gamer? Parce que soit on achète un PC tout fait, tout monté, et le problème c'est qu'en général, on n'a pas trop de choix sur les composants. Si on veut une carte mère spécifique, un water cooling spécifique, quelque chose de spécial où on veut vraiment sa config sur mesure et avec un très bon rapport perf-prix, en général, c'est pas possible avec les PC prémontés, il y a beaucoup moins de choix de customisation, et surtout, le prix. Parce que soit vous achetez un PC prémonté et ça va vous coûter plus cher, soit vous prenez les composants un à un chez un assembleur et vous payez le montage, en général c'est 80-90 €. Mais voilà, ça vous coûte 80-90 €, alors que là, vous suivez mon tuto, vous passez 2-3 heures à le faire et vous montez votre PC correctement et vous économisez un petit peu d'argent. Il ne faut pas oublier que 80 € d'économiser sur le montage, c'est 80 € de plus que vous allez pouvoir rajouter pour prendre des bonnes barrettes de RAM, un peu plus de stockage, peut-être le modèle de carte graphique au-dessus. Ça veut dire plus de performance en jeu et donc encore plus de bonheur. Du coup, vous avez fait le bon choix et je vais vous montrer toutes les étapes une à une. Mais avant ça, je vais vous présenter le matériel qui va être utilisé pour le montage des deux configs dont je vous ai parlé. C'est parti. Alors du coup, la config numéro 1, c'est la grosse config. Alors je vous spoil un peu les composants de l'autre config, regardez dans le reflet. Donc ce PC gamer, je vais vous en afficher quelques petits plans pendant l'explication, c'est le Corsair 6500X. C'est le nouveau boîtier de chez Corsair. Là, c'est la version Airflow, donc avec des petites aérations comme il faut à l'avant, sur le dessus et même à l'arrière, pour avoir une belle ventilation à l'intérieur du boîtier. Ça, c'est un gros format et on va dire c'est une bonne nouvelle. Quand j'ai vu que ce boîtier était arrivé sur le marché, je me suis dit c'est cool parce que moi j'étais un grand fan à l'époque des Corsair 280X. Vous vous rappelez de mon PC à l'époque pour les plus anciens qui étaient là sur la chaîne, où il y avait aussi le 680X qui était très bien. Le souci c'est que depuis ils n'avaient pas mis à jour ces boîtiers là, alors ils font des très bons boîtiers à côté dans un format tour classique, mais pour un format aquarium comme celui-ci, ils n'avaient pas vraiment trouvé de bons remplaçants. Et du coup, quand je les ai vus annoncer, je me suis dit c'est top. Sur le papier, ils sont très bons. Je vous ferai quand même un petit retour après avoir monté le PC à l'intérieur, mais en tout cas de ce que j'en vois, la qualité de fabrication a l'air vraiment très bonne. On voit qu'on est sur du Corsair et donc tout ça c'est plutôt cool. Alors voilà donc pour le boîtier de cette config, on va le mettre de côté. On passe maintenant à la carte mère. La carte mère, vous voyez, c'est la Asus ROG Maximus Z790 Hero BTF. BTF, ça veut dire Back to the Future, c'est par rapport à leur technologie où en fait ils mettent toute la connectique à l'arrière de la carte mère. Donc celle-ci, elle m'a été envoyée par Asus justement, comme je vous le disais, et comme vous le voyez, alors là vous le voyez peut-être pas, mais sur les plans d'illustration vous comprendrez clairement. En fait, il n'y a aucune connectique sur l'avant de la carte mère. Et tout se passe vraiment à l'arrière, donc ça va faire quelques petits changements dans le montage, mais globalement, ce qu'il vous faut, c'est une carte mère avec la connectique à l'arrière, et surtout un boîtier avec la connectique, enfin compatible avec les cartes mères connectiques à l'arrière. Pour info, celui-ci là que je viens de vous montrer est compatible avec la connectique à l'arrière, et d'ailleurs le deuxième que je vous montrerai juste après l'est aussi. Voilà donc pour la carte mère. Pour le processeur, vous le voyez juste ici, c'est un Intel Core i7 14700K. Nous avons aussi un SSD, c'est le Corsair MP600 Elite avec le petit radiateur de refroidissement en version 1 Teraoctet. Nous avons un kit de RAM, donc c'est de la Dominator Platinum RGB en 32 Go 6000 C30. Pour refroidir le processeur, on va utiliser un Ventirad. Alors pour cette config, ce sera un Ventirad, pour l'autre, ce sera un water cooling. Donc là, on va mettre le Corsair A115, c'est un très gros Ventirad. Et comme ça, ça me permettra de vous montrer un petit peu les différences entre un montage Ventirad et un montage water cooling. Nous avons aussi pour la carte graphique une ROG Strix RTX 4090, donc une très grosse carte mère, très haut de gamme. Et là, c'est une BTF Edition, comme vous voyez juste ici. Donc BTF Edition, vous avez un petit connecteur en plus sur le bas qui va alimenter la carte graphique. Du coup, vous n'avez pas de câble à brancher dessus. Donc là, c'est vraiment entièrement sans câble, si vous prenez aussi la carte graphique qui va avec. Pour l'alimentation, nous avons la Corsair HX1000i, une alimentation ultra haut de gamme de chez Corsair avec une puissance de 1000 watts. Ce sera largement suffisant pour cette config. Et ensuite, pour tout ce qui est ventilation, donc on a le système hub IQ Link. Donc ça, c'est un système de chez Corsair qui va permettre avec ce petit boîtier de connecter
en série tous les éléments, le water cooling, les ventilateurs, etc. Tout ce qui fait du RGB aussi, de tous les connecter en série. On peut en brancher 7 de chaque côté en série. Et ça vous permet en gros de tout centraliser pour gérer le RGB et avoir aussi moins de câbles dans le PC. Donc là, vous voyez, chaque ventilateur, ils peuvent se brancher l'un sur l'autre. Et ensuite, à la fin, on branche un seul câble sur le système hub. Ça, c'est assez pratique, ça fait 1 an que c'est sorti, hein. C'est plus tout nouveau. Et donc, les ventilateurs que nous avons là-dessus, ce sont les RX 140, version iQ-Link. On a 1, 2, 3... 4 starter packs avec à chaque fois 2 ventilateurs, ce qui nous fait 8 ventilateurs au total pour ce PC, ce sera parfait. Et voilà donc pour la présentation du premier PC gamer, je vous présente tout de suite le deuxième PC. Alors pour la deuxième config, nous avons ce boîtier. Alors celui-là c'est le 2500X de chez Corsair, il est aussi compatible avec les connectiques arrière de la façade, mais là on va faire une config classique, comme ça vous aurez les deux exemples, avec la connectique à l'arrière et sans la connectique à l'arrière pour celui-ci. Là c'est un plus petit format, celui-ci vous mettez que du micro ATX pour la taille de la carte mère. Globalement, on est un peu dans le même délire. On a une belle aération sur le dessus, sur l'arrière, sur le dessous. C'est juste que sur cette version-là, vous avez une vitre. Vous pouvez aussi l'avoir en version Airflow, hein, sans la vitre. Et on est sur une config 100% blanche. Là-dedans, on va mettre une config 100% AMD. Donc celui-ci, c'est le digne remplaçant du 280X que j'adorais. Et là où le boîtier juste avant, le 6500X, était plutôt le digne remplaçant du 680X qu'on avait à l'époque. Voilà donc pour le boîtier, en tout blanc, je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc à mon avis, ça va faire une belle config quand tout sera monté à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce PC ? Nous avons donc une carte mère Asus TUF, la B650M+, donc M parce que c'est la version micro ATX pour que ça rentre dans ce boîtier, un modèle de chez TUF Gaming que j'apprécie beaucoup, et c'est pour ça que j'ai commandé ce modèle-là pour cette config. B650, c'est pour des configs AMD, je vous l'avais dit, il y aura une config Intel, une config AMD, et voilà donc le processeur que je vais intégrer dans cette config, c'est un Ryzen 5 7600X, ça vous permettra de voir les différences entre un processeur AMD, un processeur Intel, mais vous verrez que globalement pour le placement des éléments, c'est à peu près la même manipulation. Pareil, on a 2 fois 16 Go de RAM en 6000 C30, de la Corsair Dominator Platinum RGB de chez Corsair, et vous avez le MP600 Elite avec le système de refroidissement, c'est exactement comme l'autre config en 1 Teraoctet. Pour refroidir le processeur, alors là cette fois-ci c'est un water cooling, donc comme je vous l'avais dit, vous verrez un montage de ventirad et vous verrez aussi un montage de water cooling, donc là c'est le H150i LCD de chez Corsair, 3 ventilateurs 120 mm et surtout un joli écran. Moi j'apprécie beaucoup les écrans sur les water cooling, je trouve que ça donne vraiment un gros plus. Alors je vous le recommande principalement sur les configs haut de gamme, parce qu'en général ça coûte plus cher quand il y a un écran. Donc, si vous voulez un écran, en général on le fait sur une config haut de gamme, là où on peut dédier un petit peu de budget pour l'esthétique. Donc voilà, vous verrez le montage de ce water cooling. Au niveau du système de refroidissement, c'est très similaire à l'autre PC, sauf que c'est des ventilateurs en 120 mm. Vous avez les RX 120 avec donc le kit de base, les 3 ventilateurs, plus encore 3 ventilateurs supplémentaires, et pareil, vous avez le système hub pour tout synchroniser sur un seul et même boîtier et contrôler tout le RGB directement en reliant tout là-dessus et en évitant d'avoir trop de câbles dans la config. Au niveau de la carte graphique, vous allez retrouver cette RTX 4070 Super en version Founders Edition, juste ici. Alors, il faut savoir que dans le 6500X, ça a beau être un boîtier micro ATX, niveau longueur de carte graphique, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il y a tout qui rentre, parce qu'il est assez long quand même le boîtier. Donc là, c'est pas une grosse carte graphique, mais si vous voulez mettre une grosse 4090, c'est tout à fait possible, ça ne posera aucun problème. Et au niveau de l'alimentation, une alimentation que je vous recommande souvent d'ailleurs dans les configs pour un certain budget, là c'est la RM 1000E, donc c'est la version 1000 watts, mais même tout ce qui est RM 850, etc., c'est des très très bonnes alimes, en ATX 3.0, donc voilà, je vous recommande à fond aussi cette alim, et c'est celle qu'on va mettre dans ce PC. Alors maintenant que vous avez vu tous les composants des deux configs qu'on va monter pour ce tuto montage PC, il est temps de parler des outils. De quoi avez-vous besoin pour monter convenablement votre config? Qu'est-ce qu'il vous faut comme outil? Alors, premier élément qu'il va vous falloir, c'est un tournevis cruciforme. Alors moi j'ai ce petit kit là de tournevis que j'apprécie bien qui m'a été offert par Corsair l'année dernière quand je suis allé à Taïwan. Sinon j'ai aussi un autre tournevis de la marque Bosch qui est électrique, qui est aussi assez pratique. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Ça, je sais pas si on peut l'acheter. Une autre chose dont vous pouvez avoir besoin, ce sont des rilsans. Alors les rilsans, c'est quoi? C'est ces petits éléments en plastique qui vont permettre de faire le cable management, de serrer les câbles. Alors c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais on va dire si vous voulez avoir
un PC clean avec les câbles bien rangés dans le PC, histoire d'avoir un beau cable management. Voilà ce que je vous recommande. Vous pouvez prendre ça et vous pouvez prendre aussi une petite pince. Moi, voilà ce que j'utilise. Ça fonctionne super bien. Et c'est avec ça à chaque fois que je fais mon cable management. Alors ça, c'est facultatif, hein. Vous pouvez très bien monter votre PC sans faire de cable management, mais on va dire que pour l'esthétique, le rangement des câbles, tout ça, et avoir un PC tout clean, c'est un plus que je vous recommande. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien si vous voulez acheter la pince ou aussi des Rilsan, sachant qu'en général on en a aussi qui sont fournis avec les composants. Un autre élément que beaucoup recommandent, mais moi perso j'utilise jamais, c'est le bracelet anti-statique. Techniquement, ça vous permet de vous décharger de l'électricité statique pour éviter d'en envoyer dans les composants. Moi, avec plus de 200, voire peut-être même 300 PC montés dans ma vie et zéro utilisation de bracelet anti-statique, j'ai eu zéro problème d'électricité statique avec mes PC. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est les recommandations officielles, on va dire. Moi, j'en ai jamais utilisé et ça s'est toujours bien passé. Et c'est tout pour les outils dont vous avez besoin. Il vous faut vraiment un tournevis et éventuellement, si vous voulez faire un beau cable management, des Rilsan et la petite pince pour couper les Rilsan. Et ça suffit. Éventuellement, et ça c'est pas obligatoire, vous pouvez prendre de la pâte thermique. Vous en avez en général qui est pré-appliqué avec le water cooling ou qui est fourni avec le ventirad, etc. Si jamais vous voulez prendre autre chose comme pâte thermique, vous pouvez mettre une pâte thermique custom qui en général sont plus performantes. Là, ils m'ont fourni la XTM70 de chez Corsair. On en vient maintenant aux questions fréquentes. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les vidéos que je vous ai publiées les années d'avant et j'ai regardé les questions qui revenaient le plus souvent. Si elles reviennent souvent, c'est que j'ai pas été suffisamment clair dans les vidéos des années d'avant. Et là, on répond à ces questions-là. Déjà vient la question des câbles. Vous étiez nombreux à me dire, Guillaume, est-ce qu'il faut acheter des câbles en plus? Est-ce qu'il faut acheter le câble SATA pour son SSD? Est-ce qu'il faut acheter les câbles pour l'alimentation, etc. Alors, tout est fourni à chaque fois avec les composants. Vous achetez votre alim, il y a les câbles d'alimentation qui sont fournis avec. Vous achetez votre carte mère. Avec la carte mère, vous avez les câbles SATA. Et vous avez tout un tas d'éléments, les antennes Wi-Fi, etc. Si c'est une carte mère avec le Wi-Fi. Vous achetez votre boîtier, vous avez toujours une petite boîte avec toutes les vis pour fixer la carte mère, pour fixer des ventilateurs, pour fixer l'alimentation. À ce niveau-là, vous n'avez rien besoin d'acheter en plus que les composants. Là, je vous ai tout présenté, j'ai pas acheté de câbles ou de choses en plus. Éventuellement, il y a une chose dont vous pouvez avoir besoin, c'est un hub qui va vous permettre de brancher les ventilateurs et le RGB des ventilateurs. Parce que des fois, si vous achetez des ventilateurs, des fois ils peuvent se brancher les uns sur les autres et ensuite vous avez qu'un seul câble à brancher sur la carte mère. Des fois les ventilateurs sont fournis avec un petit hub et comme ça vous branchez tout sur le hub et ensuite vous alimentez le tout et vous le mettez sur la carte mère. Des fois c'est pas le cas. Donc dans certains cas il faudra acheter un petit hub pour tous les brancher, sinon vous n'aurez pas assez de prise sur la carte mère pour le RGB et pour les ventilateurs pour brancher tout ça. Des fois c'est le seul truc qu'il faut rajouter en plus et qui peut être utile, mais sinon vous n'avez rien besoin d'acheter en plus. Autre question importante qu'on me posait assez souvent, ça concerne les water cooling IO. Vous étiez nombreux à me demander, Guillaume, est-ce que les water cooling sont remplis de base? Donc oui, quand vous achetez un water cooling IO, il y a du liquide. Vous me disiez, est-ce qu'il faut changer le liquide dedans? Alors non, c'est un système fermé, donc normalement vous n'avez pas besoin de changer, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir ni quoi que ce soit, et la plupart du temps c'est pas possible de l'ouvrir. Et il y a certains modèles où vous avez un système que vous pouvez ouvrir et où là vous pouvez rajouter du liquide, mais en général vous n'avez pas vraiment besoin de le faire, le liquide reste à l'intérieur, ça pose pas vraiment de problème, et à la limite c'est vraiment pour de l'entretien, si vous voulez enlever le liquide, en mettre du tout neuf, histoire que ce soit plus efficace en refroidissement, mais normalement vous n'avez pas besoin de faire ça, et quand vous achetez un water cooling IO, il n'y a pas besoin de changer le liquide à l'intérieur. En général, ce qui pose souci sur un water cooling IO, c'est la pompe qui peut lâcher au bout de quelques années, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça dépend un petit peu de votre chance, mais voilà, normalement vous n'avez rien à prendre en plus que la boîte de votre water cooling, vous avez tout ce qu'il faut. On m'a aussi posé une question concernant les ventilateurs, donc je vous en parle dès maintenant. On m'a demandé dans quel sens fallait mettre les ventilateurs. Ça c'est vrai que si vous voulez avoir un refroidissement efficace de votre config, il va falloir mettre les ventilateurs dans le bon sens. Donc vous avez votre ventilateur, là on a la face avant, et là vous voyez on a la face arrière avec ces petits éléments en plastique. Donc là en fait techniquement, comment va passer l'air? L'air va être aspiré par ici et va passer au travers. Donc ce qui veut dire que si vous voulez refroidir par exemple votre water cooling, il va falloir mettre le radiateur du water cooling à ce niveau-là. Comme ça, l'air va être aspiré, va passer à travers le radiateur et va refroidir le liquide qu'il y a dans le radiateur du water cooling. Et de manière générale, comment ça se passe pour un PC, comment on pense le flux d'air? Vous allez faire rentrer l'air par le bas du boîtier ou par l'avant, quand vous avez des systèmes pour mettre les ventilateurs. Et ensuite, vous allez faire sortir l'air par le dessus
ou par l'arrière à ce niveau-là. Et certains boîtiers ont des emplacements ici, là, juste en dessous de mon doigt. Bah là, justement, il y en a. Et là aussi, on peut faire sortir l'air à ce niveau-là. Donc ça veut dire que vos ventilateurs, l'air passe par là et ressort par là. Donc sur le haut du boîtier, vous allez les mettre comme ça, de cette manière-là. Et sur le bas du boîtier, vous allez les mettre pareil, mais ils seront du coup à l'envers. Et vous verrez l'arrière du ventilateur. Sur l'avant du boîtier, si vous avez des fixations, vous allez les mettre comme ça. Vous verrez la face avant du boîtier. Et exactement pareil, si vous les mettez sur le côté, ce sera comme ça, pour faire sortir de l'air. Et ensuite, sur l'arrière du PC, ce sera exactement pareil. Le but sera de choper de l'air pour l'évacuer du boîtier. Voilà globalement pour l'organisation des ventilateurs dans le boîtier. Donc voilà, maintenant que j'ai répondu aux questions les plus fréquentes, vous avez déjà pas mal d'infos et normalement, c'est les petites interrogations que vous pouvez vous poser de temps en temps. Et voilà, vous avez toutes ces précisions-là. Bon, maintenant que vous savez le détail des deux configs qu'on va monter et que vous connaissez les outils dont vous avez besoin, on va maintenant passer aux différentes étapes de montage pour la config. Alors, la première étape, on va placer le processeur sur la carte mère. Donc, vous prenez la boîte de la carte mère, vous ouvrez la boîte, vous sortez délicatement la carte mère en enlevant le petit film plastique qu'il y a autour, et vous faites pareil pour le processeur. Vous ouvrez la boîte du processeur, vous sortez le processeur, il sera dans un petit élément en plastique, pareil, vous l'ouvrez, vous le sortez. Alors, vous faites bien attention, il y a des pins qui sont soit sur la carte mère, soit sur le processeur. Si vous êtes sur un processeur Intel, c'est sur la carte mère. Si vous êtes sur un processeur AMD, c'est sur la carte mère à partir des Ryzen 7000 ou sur les Threadripper, et c'est sur le processeur avant les Ryzen 7000, donc jusqu'au Ryzen 5000. Donc faites bien attention parce que ces pins, c'est très fragile. Un petit coup de tournevis dessus, une vis qui tombe dessus, on fait tomber le processeur par exemple, et c'est cassé. Donc ça, c'est très important de faire attention à cet élément pour être sûr qu'on va pas abîmer les pins donc, qui sont soit sur la carte mère, soit sur le processeur. Ensuite, c'est très simple, là je vous montre où se situe l'emplacement pour placer le processeur. Vous avez une petite tige que vous allez tirer, lever, ça va débloquer l'espace pour mettre le processeur. On place ensuite le processeur sur la carte mère. Pour ça, vous avez un petit indicateur qu'on retrouve sur la carte mère et sur le processeur. Il faut faire correspondre ces deux petits éléments pour être sûr de mettre le processeur de la bonne manière. Une fois que vous avez fait correspondre ces deux éléments, que ce soit sur AMD et sur Intel, vous placez le processeur bien délicatement. Vous vérifiez que le processeur est bien placé et qu'il ne va pas bouger dans son emplacement. Et une fois que c'est fait, vous faites redescendre la petite tige en bloquant le processeur. C'est un tout petit peu différent entre Intel et AMD, mais globalement, la manipulation est assez similaire. Cette étape, elle n'est pas compliquée, mais il faut bien faire attention de placer correctement le processeur sur la carte mère. Si jamais vous avez le moindre doute, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous enlevez le processeur, vous le reprenez, vous vérifiez qu'il est bien placé, etc., que vous avez bien fait correspondre les deux éléments sur la carte mère et le processeur, vous remettez le processeur et vous refaites cette étape. Faut pas forcer parce que c'est à ce moment-là que vous risquez de casser un pin soit sur le processeur, soit sur la carte mère. Donc au moindre doute, vous reprenez à zéro, vous ressortez le processeur, vous vérifiez que tout est bien placé et vous le remettez et ensuite vous pouvez serrer. Donc maintenant, étape numéro 2, on passe à l'installation des barrettes de RAM dans le PC. Là aussi, c'est une étape assez simple. Vous ouvrez la boîte de vos barrettes de RAM, vous les sortez et ensuite vous avez un détrompeur sur la carte mère et au niveau de la barrette de RAM. Vous verrez qu'il y a un petit élément au centre, à peu près au centre, pas 100% au centre justement, qui va vous empêcher de la mettre dans le mauvais sens sur la carte mère. Donc vous vérifiez que le trou sur la barrette de RAM correspond bien au détrompeur qu'on a sur la carte mère. Une fois que ça correspond parfaitement bien, donc vous avez un petit loquet sur le haut et en bas, des fois c'est un loquet, des fois il n'y a pas de loquet. Donc vous placez votre barrette de RAM bien à l'horizontale au niveau de par rapport à la carte mère. Vous faites correspondre le détrompeur. Une fois que c'est bon, vous pouvez appuyer dessus. Si vous sentez qu'il y a la moindre résistance, qu'il y a quelque chose qui bloque, ressortez la barrette de RAM, remettez la barrette de RAM et là vous serez bon. Au niveau des emplacements où il faut placer les barrettes de RAM, ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez plusieurs barrettes de RAM, pour profiter du dual channel qui va permettre de doubler la bande passante pour la RAM, il faut mettre sur certains éléments spécifiques. Donc si vous avez deux barrettes de RAM, vous mettez sur l'emplacement numéro 2 et numéro 4 en partant de la gauche, donc du processeur. Et si vous avez 4 barrettes, vous mettez sur les 4 éléments. Mais du coup, si vous avez deux kits, un kit de 2 barrettes et un autre kit de 2 barrettes, vous allez mettre le premier kit avec les 2 barrettes sur l'emplacement
2 et 4, le deuxième kit sur l'emplacement 1 et 3, pour maximiser la compatibilité. Alors une fois que vous aurez enfoncé les barrettes de RAM, vous allez voir que les loquets vont se fermer. Alors des fois ils se ferment pas entièrement, donc vous pouvez les refermer manuellement pour faciliter, mais normalement si vous avez bien enclenché les barrettes de RAM, les loquets vont se fermer tout seuls. Et c'est bon, vous avez fini d'installer les barrettes de RAM sur votre PC. Alors étape numéro 3, on va placer les SSD au format M.2 sur la carte mère. Donc il y a des SSD qu'on peut connecter via des câbles, c'est en général les SSD qu'on a en SATA. Et sinon vous avez des SSD que vous allez pouvoir connecter directement dans la carte mère, donc c'est des petits SSD tout plats et qui sont assez rapides en général. Et donc ça, vous avez des emplacements sur la carte mère. Il faut en général placer sur l'emplacement le plus haut, le plus proche du processeur. Vous regardez la notice de votre carte mère et sur la notice, vous aurez l'emplacement pour les différents SSD sur la carte mère. Ça vous indiquera aussi si ce sont des emplacements PCI Express 4 ou uniquement PCI Express 3. Donc si vous avez plusieurs SSD, qu'il y en a un qui est PCI Express 3 et l'autre PCI Express 4, mettez en priorité le SSD PCI Express 4 sur les emplacements PCI Express 4 pour qu'ils soient exploités à leur plein potentiel. Donc là, c'est très simple. Vous avez en général un petit radiateur que vous aurez besoin de dévisser. Des fois, il n'y a pas de radiateur. Et ensuite, vous placez votre SSD dans l'emplacement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Là, c'est exactement comme pour les barrettes de RAM. Vous avez un petit détrompeur qui vous évite de mettre à l'envers le SSD. Vous placez le SSD. Parfois, sur le bas de la carte mère, il y a un pad thermique qui va permettre de transmettre la chaleur du SSD sur un système de refroidissement. C'est pas tout le temps qu'il y a ça. Donc là, s'il y a ça, vous enlevez le petit film plastique qui est à ce niveau-là. Et souvent, sur le radiateur que vous avez, qui est fourni avec la carte mère et que du coup vous avez dévissé, vous avez aussi un petit pad thermique pour transmettre la chaleur du SSD au système de refroidissement, au radiateur. Et là aussi, vous avez un petit film plastique qu'il faut bien penser à l'enlever de manière à ce que la chaleur du SSD se transmette correctement au radiateur, que ça se refroidisse bien et pour éviter que le SSD surchauffe. Parce que si le SSD surchauffe, il va se brider. Et en général, on le voit parce que on copie un fichier, on voit que ça va à 1 gigaoctet par seconde et hop, d'un seul coup, ça descend à 200 mégaoctets. Voilà. Si vous avez ce genre de problème, ça veut dire que votre SSD surchauffe et qu'il se bride pour moins chauffer. Alors une fois que vous avez fixé le SSD, va falloir appuyer sur l'extrémité et là vous allez soit le visser, soit maintenant vous avez des petits éléments, des petits crans qui vont permettre de le bloquer automatiquement sans avoir besoin de vis. Une fois que c'est fait, si vous aviez un radiateur à cet emplacement là, vous replacez le radiateur, sauf dans mon cas, comme vous voyez sur la vidéo, où là j'avais un radiateur fourni avec le SSD, du coup j'ai pas besoin de remettre le radiateur qui était fourni avec la carte mère. On passe maintenant à l'étape numéro 4. On va placer la carte mère dans le boîtier. Alors avant de commencer cette étape-là, vous allez faire une chose, vous allez ouvrir la boîte de votre ventirad ou de votre water cooling et vous allez vérifier si vous avez un élément à placer à l'arrière. En général, il y a un élément à placer à l'arrière de la carte mère pour fixer le bloc de refroidissement, donc soit le radiateur, soit le water block du water cooling sur le processeur. Et donc vous allez vérifier si, en mettant cet élément, il sera accessible de l'arrière du boîtier quand vous allez vouloir installer le système de refroidissement. Donc votre ventirad ou votre water cooling, vous avez donc une petite plaque qu'il faut mettre derrière la carte mère, vous regardez la correspondance quand vous le mettez dans le boîtier et vous regardez si cet emplacement sera accessible une fois que la carte mère sera fixée. Sinon après vous allez devoir enlever la carte mère pour mettre le système de refroidissement et ensuite remettre la carte mère, ce sera embêtant. Donc si jamais vous voyez que derrière votre boîtier ce sera pas accessible une fois que vous aurez fixé la carte mère dans le boîtier, vous allez tout de suite passer à l'étape de l'installation du système de refroidissement. Donc le ventirad et le water cooling, vous avez les petits chapitres, vous pouvez avancer directement à cette étape et vous faites cette étape dès maintenant. Si jamais vous voyez que l'arrière de la carte mère avec les petits points de fixation, il est accessible directement depuis le boîtier quand la carte mère est fixée, là vous pouvez dès maintenant fixer la carte mère dans le boîtier. Donc premier élément, on va placer les entretoises dans le boîtier. En général, il y en a quelques-unes qui sont déjà préinstallées. Donc c'est des petits points de vis qui vont nous permettre de visser la carte mère au boîtier. Alors des fois il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Des fois il faut en rajouter quelques-unes en fonction de la taille de votre carte mère. Donc ce que vous faites, c'est que vous placez votre carte mère, vous vérifiez où sont les emplacements, vous rajoutez les entretoises si jamais il faut en rajouter. Elles sont fournies avec le boîtier. Et une fois que vous avez placé toutes vos entretoises, vous mettez la carte mère et vous faites bien correspondre les petits trous qu'il y a sur la carte mère avec les emplacements des entretoises qu'il y a dans le boîtier. Une fois que c'est fait, vous prenez les vis qui sont fournies avec le boîtier et vous allez visser votre carte mère. Donc par exemple pour une carte mère en ATX en général, il y a 8 ou 9 vis à mettre. Donc à vous de voir en fonction de la taille de votre carte mère, mais il faut mettre toutes les vis. Si jamais vous mettez des vis et que vous vous rendez compte que ça tourne dans le vide ou que
ça n'a pas l'air bien serré. C'est sûrement que vous n'avez pas pris les bonnes vis. Donc revérifiez et vérifiez que vous avez bien pris les bonnes vis qui sont prévues pour la carte mère. En général, il y a écrit MB sur le petit sachet, ça veut dire motherboard, la carte mère. On passe maintenant à l'étape numéro 5. On va s'occuper de l'alimentation et on va la placer dans le boîtier. Donc alors cette étape, je la mets dès maintenant. Je sais qu'il y en a en général, ils le font à la fin. Sauf que moi, j'aime bien installer dès maintenant l'alimentation avec tous les câbles pour pouvoir connecter les câbles d'alimentation du processeur qui sont tout en haut à gauche sur la carte mère. Parce que parfois, une fois qu'on a installé le ventirad, une fois qu'on a mis le water cooling, etc., c'est difficilement accessible. Donc si vous le faites maintenant, vous pouvez brancher vos câbles plus facilement. Si vous êtes comme moi, que vous avez des grandes mains avec des gros doigts très épais, c'est un petit peu compliqué d'y aller ensuite pour mettre les câbles, une fois qu'on a mis le ventirad et tout. Donc moi, je vous recommande de le faire dès maintenant. Donc au niveau des alimentations, vous avez plusieurs types. Vous avez des alimentations qui sont modulaires et d'autres qui sont non modulaires. La grosse différence, en fait, ça va être que vous allez avoir des alimentations où vous allez brancher uniquement les câbles dont vous avez besoin et d'autres où tous les câbles seront dessus directement. L'avantage des alimentations modulaires, c'est que s'il y a des câbles dont vous n'avez pas besoin, vous les gardez dans la boîte, au cas où vous en aurez besoin un jour, mais si jamais vous n'en avez pas besoin, vous ne les mettez pas, vous les gardez de côté et ça fait moins de câbles dans le PC. Il y a aussi des alimentations qui sont semi-modulaires, où là vous avez déjà quelques câbles qui sont déjà préinstallés qu'on peut pas enlever, en général c'est le câble de la carte mère, et ensuite vous avez la possibilité d'en ajouter d'autres. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez sortir votre alimentation de sa boîte. Si elle est modulaire, votre alimentation, vous allez regarder tout ce dont vous avez besoin. Donc vous regardez combien vous avez d'emplacement CPU en haut à gauche sur la carte mère. Si par exemple c'est 1 x 8 pins, 2 x 8 pins, etc., vous allez brancher les câbles CPU dont vous avez besoin. Donc ensuite vous allez regarder votre carte graphique, vous allez regarder s'il faut lui mettre 2 x 8 pins, 3 x 8 pins, 1 x 8 pins, un câble 12 VHP-WR, etc. Et vous allez brancher les câbles qui correspondent sur l'alimentation. Pareil, vous allez regarder si vous avez besoin de câbles d'alimentation SATA. Donc là, je vous affiche des petits visuels pour que vous voyez à quoi ressemblent ces différents câbles. Mais ces câbles-là, vous allez en avoir besoin en général pour le RGB du PC, si vous avez un petit boîtier de contrôle des ventilateurs. Vous allez aussi parfois en avoir besoin pour alimenter votre water cooling, et aussi si vous avez des disques durs ou des SSD au format 2,5 pouces, là aussi il va falloir des câbles comme ça pour alimenter votre config. Donc là pareil, vous regardez combien d'alimentation SATA vous avez besoin et vous branchez le nombre de câbles correspondants, sachant qu'en général un câble vous avez 3 ou 4 connecteurs SATA. Donc une fois que vous avez préparé votre alimentation, vous allez la placer dans le boîtier. Donc là, c'est pas très compliqué. Vous avez un emplacement, en général c'est sur le bas du boîtier, sur lequel vous allez pouvoir visser votre alimentation. Donc là, vous faites bien attention que le ventilateur de l'alimentation soit sur le bas du boîtier, de manière à récupérer l'air sur le bas. Des fois, vous avez d'autres emplacements, donc là, il faut mieux regarder la notice de votre boîtier PC, où là il vous indique comment placer l'alimentation au mieux. Et ensuite vous avez 4 vis à placer. Donc ces vis là, en général vous les avez déjà fournies avec le boîtier, mais elles sont aussi fournies avec l'alimentation. Moi je vous recommande de prendre celles qui sont fournies avec l'alimentation parce que vous avez pile les bonnes tailles pour les vis et tout. Et donc vous utilisez les 4 vis et vous les placez. Alors vous verrez qu'il y a un petit détrompeur, c'est pas un emplacement carré, c'est un tout petit peu décalé de manière à pas mettre à l'envers son alimentation. Donc là vous fixez votre alimentation avec les 4 vis et ensuite il va falloir connecter les câbles. Donc les câbles, vous avez les câbles CPU que vous allez placer en haut à gauche au niveau de la carte mère. Vous connectez les câbles dont vous avez besoin. Donc moi, dans la plupart des cas, vu que je monte en général des grosses configurations, c'est 2 x 8 pins, mais des fois c'est 1 x 8 pins. Vous branchez ceux dont vous avez besoin dès maintenant, comme ça vous ne serez pas gêné quand il y aura le ventirad ou le water cooling qui sera installé. Pareil, vous avez le câble de la carte mère. Donc ça c'est un câble 24 pins, c'est le plus gros câble que vous avez sur la carte mère. Et celui-là, l'emplacement en général est sur la droite de la carte mère et vous allez le connecter. Tous ces câbles-là, il y a un seul sens pour les mettre. Si vous les mettez dans le mauvais sens, ça va pas rentrer. Donc si vous voyez que ça rentre pas, vous ne forcez pas. Vous essayez de le mettre dans l'autre sens et de voir si ça rentre. Et dans tous les cas, pareil, il y a des détrompeurs sur les connecteurs pour pas se tromper. Et ensuite, vous allez faire passer les câbles pour la carte graphique. Les câbles, on n'en aura pas besoin tout de suite, mais quand on installera la carte graphique, au moins ils seront prêts, ils seront disponibles et ils seront accessibles à ce moment-là. Je vous fais aussi une petite précision concernant les câbles. Pour ceux qui utilisent les câbles 8 pins qui sont pas encore sur du 12 VHP-WR, des fois vous avez un câble qui se branche et au bout vous avez 2 x 8 pins pour la carte graphique. Alors l'idéal, un câble 8 pins c'est prévu pour faire passer 150 watts et après au bout il se divise en deux, donc techniquement ça peut envoyer 300 watts, mais le mieux au maximum, si par exemple vous avez une carte graphique où il faut 2 x 8 pins, le mieux ce sera de brancher 2 connecteurs sur votre alimentation de manière à avoir 2 vrais câbles qui sortent pour fournir chacun 150 watts, plutôt que d'utiliser un seul câble qui ensuite se sépare en deux et doit fournir à lui tout seul 300 watts par exemple.
Donc ce sera mieux d'utiliser le maximum de câbles possible sans utiliser ceux qui se séparent en deux. Après, des fois, c'est pas forcément possible parce que des fois, on a 2 câbles qui permettent d'avoir 4 fois 8 pins au maximum et on a besoin de 3 fois 8 pins, donc on est obligé d'utiliser un câble qui se sépare en deux. Mais dans la mesure du possible, essayez d'utiliser à chaque fois un câble qui se branche sur l'alimentation pour un câble qui se branche sur la carte graphique. Ensuite, les câbles SATA que vous avez, ceux-là, vous allez le laisser de côté et on arrivera ensuite à connecter les différents éléments le moment venu. Alors ensuite, on va s'occuper de la connectique façade. Donc sur votre boîtier, vous avez un bouton power, vous avez des prises pour le casque, pour le micro, vous avez des ports USB, des ports USB type C, etc. Et tous ces câbles-là, pour qu'ils fonctionnent, enfin toute cette connectique, pour que ça fonctionne, vous allez avoir des câbles qui sortent du boîtier. En général, ça sort de l'emplacement où il y a tous ces boutons. Et il va falloir les connecter sur la carte mère pour que quand vous appuyez sur le bouton power, le PC s'allume. Quand vous branchez une clé USB, elle va être reconnue par le PC, etc. Quand vous branchez votre casque en jack, pour que ça marche. Donc, on va s'occuper de la connectique façade. Alors, les différents éléments, je vais vous montrer les différents câbles que vous allez avoir. Vous avez déjà un premier câble, celui-ci, c'est pour les ports USB 3. Donc, c'est un gros câble qui, en général, est bleu et que vous allez brancher directement sur la carte mère. Un câble, en général, ça permet d'avoir 2 ports USB 3. Sur la façade, et des fois sur les cartes mères vous avez 2 emplacements pour des câbles USB 3. La plupart du temps sur la carte mère vous n'en avez que un. Ensuite vous avez le câble pour la connectique USB type C. Alors celui-là vous ferez bien attention, il se branche que dans un sens, exactement comme pour le câble USB 3 où il y a un petit détrompeur. Faut pas le mettre à l'envers, le câble pour la connectique USB type C de façade, il y a vraiment un seul sens, donc vérifiez bien avant de le brancher. Donc ces 2 éléments, l'USB type C et l'USB 3, en général c'est sur la droite juste en dessous du câble 24 pins. Des fois, la connectique pour l'USB 3, elle est aussi sur le bas de la carte mère quand il y a plusieurs emplacements. Maintenant, on passe à la connectique audio. Donc ça, c'est un élément que vous allez placer en général en bas à gauche sur la carte mère. Vous avez toutes les infos sur la notice de votre carte mère, mais vous avez aussi des indications affichées sur la carte mère où vous voyez écrit HD audio ou quelque chose du genre. Donc vous allez le connecter et là, pareil, il y a un petit détrompeur donc vous ne pourrez pas le mettre dans le mauvais sens. Vérifiez bien parce qu'il y a un endroit où le pin, il n'y a pas de pin justement, et vous faites cette connectique là pour éviter de vous tromper. Et ensuite il reste les derniers éléments, c'est le bouton power, le bouton reset, les LED pour le disque dur, la LED pour le power. Alors elles sont pas tout le temps là, des fois il y a que le bouton power, des fois il y a le bouton power et le bouton reset, ça dépend un petit peu d'un boîtier à l'autre, et donc ces éléments là vous allez devoir les connecter sur la carte mère. Donc cette connectique elle se passe tout en bas à droite sur la carte mère. Là il va falloir regarder la notice d'utilisation de votre carte mère de manière à savoir où est-ce que vous allez brancher exactement chaque élément. Donc là pour cet élément je vais vous donner la représentation habituelle qu'on a. Donc vous avez 2 lignes, une où il y a 4 pins et la deuxième où il y a 5 pins. Donc sur la première ligne, le pin 1 et 2, c'est Power LED. Ça va permettre de faire une petite lumière quand votre PC il est allumé ou ne pas en mettre quand il est éteint. L'emplacement numéro 3 et 4, donc la pin 3 et 4, ça va permettre le Power Bouton. Donc là c'est pareil, vous branchez le petit élément Power Bouton à ce niveau-là. Sur la ligne numéro 2, vous allez avoir la pin numéro 1 et 2 en partant de la gauche, ce sera HDD LED. Donc là, c'est pour faire une petite lumière quand il y a une lecture sur votre disque dur. Et ensuite, l'emplacement 3 et 4, ce sera pour le reset. Voilà la configuration habituelle qu'on a. En général, c'est comme ça que c'est, mais ça peut changer d'une carte mère à l'autre. Si jamais c'est différent pour vous, allez voir la notice d'utilisation de votre carte mère. Donc là, une fois que vous avez connecté tout ça, ça y est, vous avez toute votre connectique façade qui est configurée. Vous avez vos ports USB qui fonctionnent, vos prises casque, vos prises micro, l'USB type C, l'USB 3, et normalement quand vous appuyez sur le bouton power de votre PC, ça devrait s'allumer quand le PC sera entièrement monté. On va ensuite s'occuper maintenant des ventilateurs qu'on va mettre dans le boîtier. Donc là vous allez regarder les emplacements où vous souhaitez mettre des ventilateurs, et ensuite on va pouvoir les connecter sur le PC. Alors là ça peut changer d'une situation à une autre. Des fois on achète son boîtier, on a déjà par exemple 3 ventilateurs qui sont fournis en façade, on a juste à les connecter à la carte mère. Des fois ils sont connectés sur un petit boîtier de contrôle, ils sont tous reliés, il y a juste un câble qui part du boîtier de contrôle et qu'on branche sur le PC. Des fois vous n'avez aucun ventilateur, c'est à vous de les acheter, de les mettre et ensuite de les connecter. Et aussi il y a 2 cas possibles, vos ventilateurs, vous allez soit avoir besoin de les connecter sur la carte mère, soit des fois il faut les mettre sur un boîtier de contrôle et qui ensuite se branche en USB sur la carte mère sur un port USB que vous avez sur le bas. Donc là c'est très spécifique d'un ventilateur à un autre. Si jamais vous avez un ventilateur à brancher sur la carte mère, vous verrez qu'il y a des emplacements, c'est exactement comme pour le Ventirad ou pour le Waterpad
water cooling par exemple, ou en général on va le brancher directement sur CPU fan, sur CHA fan, CPU fan 2, etc. Donc si ce sont des refroidissements qui sont en rapport avec le processeur, vous mettez sur CPU fan, sinon c'est CHA fan. Vous avez aussi d'autres noms, ça peut s'appeler différemment, ça peut s'appeler sysfan, donc pour system fan, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir brancher vos ventilateurs. Alors des fois vous n'avez pas assez d'emplacement, donc il faudra acheter un hub ou un petit boîtier sur lequel vous pouvez connecter tous les ventilateurs dessus. De la même manière, si vous avez des ventilateurs qui sont RGB, soit vous avez un petit boîtier de contrôle qui est fourni avec, qui va récupérer tout ça. Moi c'est le cas avec le système hub de chez Corsair, mais sinon des fois vous avez un petit ARGB 5V que vous allez connecter directement sur la carte mère. Donc une fois que vous avez vissé vos ventilateurs, pour info vous avez des vis qui sont fournies avec les boîtes des ventilateurs, et des fois vous en avez aussi qui sont fournies avec le boîtier. C'est des vis qui sont un petit peu plus grosses, et une fois que vous avez vissé donc vos ventilateurs, vous faites passer les câbles et vous reliez ça à la carte mère. Des fois avec vos ventilateurs vous pouvez les brancher l'un sur l'autre en série, de manière à avoir un seul câble qui se branche sur la carte mère. Donc une fois que vous avez installé vos ventilateurs, je vous rappelle que pendant l'intro je vous ai expliqué dans quel sens mettre le ventilateur pour que le flux d'air soit bon. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape suivante. L'étape numéro 8, on va placer le système de refroidissement pour le processeur, c'est-à-dire le ventirad ou le water cooling. Donc là, la première étape, on va placer de la pâte thermique sur le processeur. Donc la pâte thermique, à quoi ça sert? Ça va combler les petits espaces, les petits trous que vous avez entre la carte mère et le système de refroidissement, parce que le processeur n'est jamais parfaitement plat, le système de refroidissement non plus, et la pâte thermique va venir entre les deux de manière à faire en sorte qu'il y ait une surface de contact la plus élevée possible. La deuxième chose à laquelle sert la pâte thermique, c'est de transmettre la chaleur du processeur qui chauffe vers le système de refroidissement. C'est pour ça qu'un des éléments importants à regarder quand on achète de la pâte thermique, c'est sa conductivité. Alors pour info, quand vous achetez un ventirad, un water cooling, souvent ils appliquent déjà de la pâte thermique. Donc libre à vous soit de laisser ce qui est préappliqué, soit de nettoyer et ensuite de placer votre pâte thermique que vous aurez acheté ou qui sera fournie aussi peut-être avec le système de refroidissement, des fois ils en fournissent. Donc si vous choisissez d'appliquer votre propre pâte thermique, voilà mes recommandations pour appliquer correctement la pâte thermique sur le processeur. Souvent c'est recommandé de mettre une petite noisette au centre du processeur, et quand on va placer le bloc de refroidissement, ça va s'étaler. Des fois on nous dit aussi qu'il faut mettre une croix. Selon moi, la meilleure chose à faire, c'est vous prenez une petite carte en plastique, vous savez, comme les cartes de fidélité qu'on peut avoir, et vous utilisez ça pour aplatir et mettre de la pâte thermique sur toute la surface. Là vous serez sûr à 100% qu'il y aura de la pâte thermique partout et qu'il y aura un contact parfait entre le processeur et le bloc de refroidissement. C'est d'autant plus important que sur certains processeurs, notamment si vous prenez par exemple un processeur jusqu'au Ryzen 5000, il y a des zones où ça chauffe plus sur les extrémités. Par exemple sur un processeur Intel, ça aura tendance à bien chauffer au centre, donc si vous mettez une petite noisette au centre, c'est pas vraiment problématique. Mais par exemple avec les processeurs AMD Ryzen 5000, vous avez des zones sur les extrémités qui chauffent bien, et du coup il faut qu'il y ait de la pâte thermique partout pour que le transfert de chaleur se fasse correctement. Alors attention aussi à ne pas mettre trop de pâte thermique, faut pas que ça déborde, faut pas que ça aille sur les côtés. Donc moi ce que je vous recommande, vous en mettez un petit peu, vous aplatissez, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous en remettez un tout petit peu, vous réaplatissez, et une fois que vous avez bien couvert toute la surface, ce sera parfait. Il faut vraiment que ce soit une très fine couche. Alors ensuite, pour l'installation du ventirad et du water cooling, c'est très spécifique d'une marque et d'un modèle de ventirad ou de water cooling à un autre. Donc ça va vraiment beaucoup changer, et le système ne sera pas exactement le même, le système de fixation va changer d'une marque à une autre. Donc moi ce que je vous recommande absolument, là pour le coup, il faut sortir la notice d'utilisation, vous regardez les recommandations, mais voilà en général comment ça se passe. Pour un ventirad, vous allez avoir donc un bloc de refroidissement avec donc le radiateur et la plaque qui va se placer au niveau du processeur, et vous avez aussi une petite plaque qui va se placer derrière. Placez la plaque, mettez ensuite le radiateur, et ensuite vous allez devoir visser cet élément avec 4 vis ou des fois 2 vis, et ça va permettre de plaquer le radiateur sur le processeur. Une fois que ça c'est fait, vous rajoutez le ventilateur, souvent ça se fixe avec des petits éléments en métal, ou alors ça se visse, des fois ils sont même déjà préinstallés les ventilateurs, et ensuite il va falloir brancher le câble du ventilateur sur la prise CPU fan sur la carte mère, et des fois il y a aussi un câble RGB qu'il faudra brancher sur la prise ARGB 5V de la carte mère.
En général, c'est comme ça que ça se passe pour un ventirad, mais vérifiez bien la notice parce que ça peut changer parfois. Au niveau du water cooling, c'est un petit peu différent, mais globalement, vous allez devoir fixer le water block, donc le bloc de refroidissement du processeur sur le processeur, et vous allez aussi devoir placer des ventilateurs sur le radiateur. Donc là, c'est très important de bien penser à la manière dont on va placer le radiateur et le water block. Il faut en général que le radiateur soit plus haut, parce que si vous avez des petites bulles, si par exemple le water cooling n'est pas 100% rempli de liquide, il peut y avoir des petites bulles d'air. Et ces bulles d'air, il ne faut pas qu'elles soient dans la pompe pour éviter qu'elles s'abîment. Donc en général, la pompe, elle est au niveau du water block placé sur le processeur. Donc en général, on essaie de placer le radiateur plus haut. Comme ça, s'il y a des bulles, elles montent, elles sont dans le radiateur et c'est pas grave pour la pompe. Donc en général, on met le refroidissement sur le dessus, au-dessus du water block. Je vous affiche une petite image de Jace2Send qui donne ses recommandations et que je valide et qui sont bien pour éviter d'avoir ce petit souci de bulles dans la pompe. En plus, ça fait du bruit, donc c'est pour éviter d'avoir des nuisances sonores. Donc là, vous choisissez l'emplacement de votre radiateur et en fonction de cet emplacement, vous allez placer les ventilateurs. Donc là, vous mettez les ventilateurs, vous faites en sorte que les câbles ils passent par derrière pour pas qu'ils soient visibles, bien sûr. Et exactement pareil, vous allez faire en sorte que les ventilateurs soufflent l'air pour qu'il passe à travers le radiateur. Faut pas mettre à l'envers les ventilateurs. Donc vous faites ça, ensuite donc vous fixez les ventilateurs sur le radiateur, vous les vissez. Vous fixez ensuite le radiateur là où vous avez décidé de le mettre et ensuite le water block, vous le placez au niveau du processeur et c'est exactement le même système de fixation en général qu'avec un radiateur. Vous avez une petite plaque à l'arrière, vous placez le water block et là vous avez 4 vis à mettre. Normalement c'est pas trop compliqué, mais suivez bien la notice de votre ventirad ou de votre water cooling pour éviter de vous tromper. Donc une fois que c'est fait, pareil, là le water cooling, vous aurez sûrement des câbles à brancher. Donc soit vous avez des câbles à brancher sur un boîtier de contrôle qui se branche ensuite en USB sur la carte mère, c'est le cas pour l'installation que je vous fais, ou des fois vous avez un câble CPU fan pour les ventilateurs, un câble IO pompe à brancher, ou des fois vous avez directement les câbles qui sortent des ventilateurs qu'il faut brancher sur la carte mère. Donc en général les 3 ventilateurs vont se relier en un seul câble que vous allez brancher sur la carte mère sur CPU fan, et vous avez aussi souvent un câble qui sort de la pompe que vous allez brancher directement sur la prise IO pompe sur votre carte mère. Il peut aussi y avoir des câbles pour le RGB que vous allez brancher sur la prise ARGB 5V sur votre carte mère. Ça peut varier d'un modèle de water cooling à un autre, parce que des fois quand vous avez le boîtier, vous n'avez quasiment rien à brancher sur votre carte mère. Et dernier petit élément important aussi, au moment où vous allez fixer votre ventirad ou alors votre water cooling et que vous allez mettre les 4 vis, moi ce que je vous conseille c'est de visser en croix. Ça veut dire vous allez visser un petit peu en haut à gauche, un petit peu en bas à droite. Ensuite vous allez visser un petit peu en haut à droite, un petit peu en bas à gauche. Et vous allez visser comme ça en croix de manière à ce que la pâte thermique, si jamais elle n'est pas parfaitement bien appliquée, elle va pouvoir se répartir correctement sur le processeur de manière à améliorer la conductivité thermique et globalement le refroidissement du processeur. Alors on passe maintenant à l'étape numéro 9, on va installer les disques durs et les SSD 2,5 pouces si vous en avez. Alors je sais que maintenant la plupart des gens prennent un SSD NVMe, ça suffit, mais il y a encore des gens qui mettent des disques durs, des SSD SATA, en général ceux qui veulent avoir beaucoup de stockage, donc cette étape c'est pour vous. Alors en général vous avez des emplacements dans votre boîtier pour installer justement les disques durs et les SSD. Donc vous regardez sur la petite dock de votre boîtier, ils vous disent justement où sont ces emplacements pour les disques en 3,5 pouces ou en 2,5 pouces. Une fois que vous avez repéré ces emplacements, en général c'est dans les cages d'alimentation sur le bas du boîtier ou des fois à l'arrière du boîtier. C'est là que vous allez pouvoir fixer vos disques durs et vos SSD, et en général donc les vis sont fournies avec le boîtier. Donc là c'est pas avec votre système de stockage que c'est fourni, c'est avec le boîtier. Vous avez en général 4 vis à mettre. Des fois il y a des petits systèmes faciles où vous avez juste à clipser le disque dans son emplacement et ensuite rentrer, c'est comme un petit rack. Et ensuite c'est très simple, pour alimenter tout ça il vous faudra 2 câbles, un câble pour alimenter et un câble pour faire passer les données. Donc le câble pour alimenter, c'est le câble dont je vous ai parlé au moment où vous êtes occupé de l'alimentation, c'est le câble SATA où il y a un petit détrompeur, on peut pas se tromper pour le rentrer, dans l'autre sens ça rentrera pas. Et donc vous branchez ce petit câble là qui va alimenter votre disque, et ensuite vous avez un deuxième câble plat, un petit peu moins large, avec une connectique moins large, que vous allez d'un côté brancher sur votre SSD ou votre disque dur, et de l'autre côté vous allez le brancher sur la carte mère. Donc les emplacements sur la carte mère en général, ils sont
sont placés sur la droite, juste en dessous de l'emplacement où il y a l'alimentation 24 pins et les connectiques USB 3 et USB type C. En général, c'est à ce niveau-là, et des fois, il y en a aussi sur le bas de la carte mère, en bas à droite. Vous connectez le câble des deux côtés, et une fois que c'est fait, votre disque dur, votre SSD, ils sont alimentés, et surtout, ils sont connectés pour que la donnée transite vers la carte mère, vers votre PC. Alors, vous ferez quand même attention, petit disclaimer, si jamais vous comptez brancher beaucoup de disques durs dans votre PC, en général, sur la plupart des cartes mères, vous avez deux câbles SATA de données qui sont fournis. Donc ces câbles sont fournis avec la carte mère, mais si par exemple vous voulez brancher 3 disques durs ou un SSD 2,5 pouces et 2 disques durs, il vous faudra 3 câbles. Donc prévoyez d'acheter un câble supplémentaire. Regardez déjà combien il y en a de fournis avec votre carte mère. Quand on prend une carte mère haut de gamme, des fois il y a 3 ou 4 câbles, mais la plupart du temps, vous avez 2 câbles SATA fournis avec la carte mère. Donc s'il vous en faut plus, prévoyez d'en acheter un aussi pour compléter. Donc là, c'est l'étape numéro 10. On arrive sur la fin du montage du PC. On va placer la carte graphique. Donc pour placer la carte graphique, on va la sortir de sa boîte. On va la sortir du plastique de protection. Et ensuite, vous allez regarder sur le bas de la carte graphique. Des fois, il y a une petite protection pour protéger la connectique PCI Express. S'il y a ça, vous l'enlevez. Sinon, ça rentrera pas sur la carte mère. Et ensuite, on va placer la carte graphique sur la carte mère. Donc première chose, vous allez dévisser les petits caches au niveau des emplacements PCI Express. Donc votre carte graphique, vous allez la placer le plus haut possible sur votre carte mère. Donc l'emplacement PCI Express qui est le plus proche du processeur. C'est à ce niveau-là que vous aurez les meilleures performances. Et une fois que vous avez repéré cet emplacement-là, vous allez enlever les petits caches PCI Express. En général, il y en a un ou deux à enlever. La plupart du temps, c'est deux. Vous allez enlever ces éléments sur le boîtier. Alors ensuite, vous allez regarder à l'endroit de cet emplacement PCI Express sur la carte mère. Des fois, donc au bout, vous avez un petit loquet. Donc ce petit loquet, vous allez l'ouvrir. Ça va vous permettre d'enclencher votre carte graphique dans la carte mère. Des fois maintenant, sur les cartes mères les plus récentes ou aussi les plus haut de gamme, vous n'avez plus besoin d'ouvrir ce loquet, il y a un petit bouton un petit peu plus loin à droite qui va permettre de l'ouvrir. Ensuite, vous allez rentrer la carte mère sur cet emplacement-là, vous ferez bien attention, là où il y a la plaque en métal avec les connectiques HDMI, DisplayPort, etc. de la carte mère, ferez attention que cette plaque en métal ne sorte pas du boîtier, qu'elle soit bien à l'intérieur, de manière à ce que la carte soit bien fixée. Une fois que c'est fait et que vous avez bien enclenché complètement la carte graphique, là vous allez pouvoir visser, réutiliser les vis que vous avez enlevé juste avant du boîtier avec les caches PCI Express, et vous allez pouvoir visser correctement votre carte graphique. Une fois que la carte est bien fixée, bien vissée, qu'elle ne bouge plus, là vous allez pouvoir brancher les câbles d'alimentation qu'on avait prévus à l'étape de l'alimentation et les connecter sur votre carte graphique. Une fois que cette étape elle est passée, votre PC est quasiment terminé. Ce que vous allez faire, c'est brancher le câble d'alimentation du PC qui est fourni dans la boîte de l'alimentation. Vous allez le brancher, vous allez appuyer sur le bouton d'alimentation du PC et vous allez vérifier que ça démarre correctement. Alors vous allez peut-être voir le PC s'allumer, s'éteindre plusieurs fois. Quand une carte mère s'allume pour la première fois, il lui faut plusieurs étapes des fois pour se démarrer correctement. Parfois aussi, il faut plusieurs fois qu'elle démarre pour faire fonctionner correctement la RAM, etc. Mais globalement, si vous voyez que le PC démarre, que tous les ventilateurs tournent, etc., il n'y a pas de problème à se poser. Si jamais vous voyez que ça démarre pas, vérifiez plusieurs choses. Vérifiez que les connecteurs sont bien placés pour l'alimentation du processeur, pour l'alimentation de la carte mère. Vérifiez aussi que vous avez bien placé la connectique façade au niveau en bas à droite sur la carte mère, que le bouton power est bien relié comme il faut, parce que sinon vous allez appuyer sur power et ça va pas démarrer. Vérifiez aussi que les ventilateurs tournent tous, c'est-à-dire qu'ils sont bien tous alimentés. Vérifiez que le RGB fonctionne, donc là vous allez voir si vous avez bien connecté tous vos ventilateurs pour le RGB. Vérifiez aussi que le ventilateur, si vous avez un ventirad, il tourne correctement. Il y a toutes ces choses là à vérifier. Sur certaines cartes mères, vous avez un petit code qui peut s'afficher, qui vous donne un code d'erreur si jamais il y a un souci. Ça peut vous donner des indications. Vous tapez le nom de ce code erreur et la marque de votre carte mère et vous avez pas mal de forums qui vous expliquent « Ah bah ça c'est un problème processeur, ça c'est un problème RAM, etc. » Des fois vous avez une petite LED CPU, RAM, etc. boot. Si vous voyez que boot c'est allumé, ça veut dire que c'est tranquille. Et donc là, une fois que c'est fait, vous vérifiez, vous branchez un écran, vous mettez votre petite clé Windows pour installer Windows. Je vous rappelle, je vous ai mis la playlist dans le petit en haut à droite avec tous les tutos, comment installer Windows, configurer tout ça. Donc là, vous vérifiez que tout marche, et s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous essayez d'identifier d'où ça vient, et vous retournez à l'étape qui correspond à cet élément-là. Donc si ça peut être les ventilateurs, vous retournez à l'étape des ventilateurs, vous vérifiez que vous n'avez pas oublié quelque chose. Une fois que ça c'est fait, l'étape numéro 11 est terminée,
et on va finaliser dans l'étape 12 le PC Gamer. Et là, l'étape 12, c'est une étape, je sais qu'il y en a qui ne le font pas. En vrai, c'est mieux de le faire. Moi, je vous le recommande. C'est le cable management. Donc, le cable management, le but, ça va être d'organiser les câbles de manière à ce que ce soit esthétique. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qui ne le font pas parce qu'en soi, ça permet l'esthétique, mais c'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même un plus d'avoir un PC avec le cable management bien fait. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez relier les câbles de manière à ce que ce soit pas le désordre dans les câbles à l'intérieur. Ce sera bien aussi le jour où vous ferez un petit upgrade, ce sera plus simple, vous rajouterez des câbles plus facilement, vous allez éviter de déconnecter aussi des câbles sans le faire exprès. Donc là, globalement, libre à vous de faire votre cable management comme vous le sentez. Mais voilà, c'est l'étape finale de ce PC et le but, ça va être de les serrer. Alors vous verrez là sur les boîtiers par exemple que j'ai reçus, il y a plein de systèmes de fixation pour faire un joli cable management, donc c'est appréciable. C'est pas tous les boîtiers qui le permettent, mais vous avez toujours moyen de trouver des endroits où accrocher les câbles et vous pouvez toujours utiliser les Rilsan pour vous simplifier la tâche. Et là, ça y est, normalement, votre PC est terminé, votre PC est monté, votre PC fonctionne, vous n'avez plus qu'à installer Windows, à tout configurer et c'est terminé. Donc, normalement, si vous avez bien suivi chacune des étapes, que vous avez pris votre temps pour pas vous tromper, faire les choses correctement, vous devriez avoir un PC monté qui fonctionne correctement. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, comme je vous l'ai dit, vous identifiez d'où vient le problème et vous refaites l'étape qui correspond à ce souci-là. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans les commentaires. Un grand merci à tous ceux qui répondent aux différentes questions, parce que j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais un grand merci, je vois qu'il y en a qui sont très actifs et qui répondent souvent aux commentaires, aux questions de certains et assez rapidement. Donc merci à tous ceux qui sont à chaque fois présents dans les commentaires. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en bas. Et si vous pensez qu'il y a des précisions que j'aurais dû apporter sur certains éléments, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, à chaque fois quand on refait une nouvelle version du tuto, on essaie d'améliorer à fond chacune des étapes. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu monter correctement votre PC gamer. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu juste en bas. Et je vous rappelle, vous retrouvez les playlists avec tous les tutos, tous les guides d'achat dans le i en haut à droite. Et vous pouvez aussi vous abonner, mettre la cloche pour recevoir les notifications pour toutes les prochaines vidéos. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!